bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, papa de 4 enfants, producteur de podcasts sportifs depuis 2014 et triathlète depuis plus de 20 ans. Mercredi, milieu de semaine, motivons-nous ensemble en parlant sport et triathlon. Et pour ne rien manquer de nos actualités et participer à nos podcasts, rejoignez notre groupe Facebook. C'est le meilleur moyen d'être tenu informé des invités de la semaine et d'échanger avec nous et parfois même avec elles et eux. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans le 2e épisode du podcast Devenir triathlète pour cette semaine. À mes côtés, toujours un superbe animateur, le fondateur de la marque de textile Ohana, à savoir Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Monsieur Dubois, le grand Blaise Dubois, fondateur de la clinique du coureur. Salut Blaise. Salut les gars. Bon, justement Blaise, revenons sur la clinique du coureur. Hier, tu nous as expliqué un petit peu quel était ton parcours. Tu nous as dit que tu avais laissé de côté ta contribution à l'équipe nationale canadienne pour les accompagner pendant les différents jeux, que ce soit les Jeux Olympiques, les Jeux de la Francophonie, les Jeux Panaméricains, pour te consacrer justement à la clinique du coureur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette clinique du coureur ? Je doute qu'il y ait des gens qui ne connaissent pas, mais admettons. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est la vocation de cette clinique ? Et puis surtout, d'où vient-elle ? Alors, la clinique du coureur est née sans titre en 2005, quand j'enseignais des cours pour les professionnels de la santé. Moi, j'étais un jeune physio. 2005, j'avais peut-être 7 ans de pratique à peu près, et je donnais des formations aux professionnels de la santé, médecins, physio, chiro, kiné, podo, podiatre, sur la prévention des blessures et comment on traite les coureurs. Et il y avait des notions dans ces cours-là qui bouleversaient beaucoup les pratiques et qui rendaient ce cours assez riche. Et en fait, j'ai dit à ma copine, en fin de compte, ce cours-là, il faut qu'on aille l'enseigner partout dans le monde parce que, en fin de compte, la littérature scientifique nous amène des pratiques qui sont différentes de celles qu'on utilise actuellement. Donc, on utilise, on ne sait pas trop pour quelles raisons, mais clairement, il y a une place à amélioration sur les bonnes pratiques. Et ce qu'on a fait, en fait, moi je suis kiné, donc j'ai des patients, je travaille 5 jours par semaine, donc ça c'était en parallèle. La fin de semaine, j'enseignais, le soir, je montais des cours et tout. Et j'ai dit à Isabelle, il faudrait que je sois meilleur en anglais pour pouvoir faire le tour du monde avec ce cours-là. Donc mon anglais était pas très bon, tu sais, j'ai des origines suisses, donc juste mon accent déjà ne marche pas avec l'accent anglais, donc... Et là, on a décidé de partir 3 mois sabbatiques. Donc, j'ai laissé la clinique, mes collègues ont repris mes patients. J'ai laissé la clinique PCN à Québec et je suis parti 3 mois dans l'Ouest canadien pour apprendre l'anglais. Donc, je parlais anglais, mais pas très bien. Donc, j'allais à l'école l'après-midi. Isabelle y allait le matin. On s'occupait des enfants. On était dans une famille d'accueil. Pendant 3 mois, on ne s'est pas parlé en français. Et en fin de compte, on est revenu de ce voyage. J'avais absolument rien appris de plus en anglais parce que je suis tellement dur d'oreille, j'ai tellement de la difficulté avec les langues que j'étais toujours aussi mauvais. Mais pendant ces 3 mois, j'ai pondu la clinique du coureur sur papier, un site web, du référencement via le site web des professionnels qui font nos formations, la structure, le logo, l'image, etc., etc. Et je suis revenu de ces 3 mois, en fin de compte, avec cette idée de la clinique du coureur. Et j'avais David Gill, je vous en ai parlé dans le premier épisode, qui était un athlète élite que j'ai coaché, qui était un ami et qui, lui aussi, est un gars de business et qui, en fin de compte, m'a aidé, en fin de compte, dans le démarrage. Parce que lui, il avait déjà un site web. Donc, on a fait faire un logo, on a fait faire un site web et on a commencé à avoir une portée avec le web qui était plus grand que la province de Québec. Et là, on a commencé à enseigner partout au Canada. On est allé aux États-Unis, on est allé en Suisse, en France. Et là, ça a décollé, ça a parti et la clinique du coureur a grossi tranquillement. Alors, au début, il y avait moi. Ma blonde qui était enseignante a arrêté l'enseignement pour venir avec moi dans la clinique du coureur. Donc, on travaillait à 2 parce qu'il fallait planifier les voyages et tout. Donc, c'était quand même compliqué. Ta compagne, c'est justement Isabelle, celle dont Isabelle, exactement. Ma blonde, excusez. Au Québec, on dit ma blonde. Elle est brune, mais c'est ma blonde. Et puis toi, t'es son chum, c'est ça? Exactement. Et moi, je suis son chum. Et en fin de compte, à 2, on développe ça tranquillement. Et là, on a besoin d'aide parce que là, il y a de la demande. On a besoin de support au niveau du web et tout. Donc, on engage l'Emmanuel et après ça, ça défile. Et là, on est 12 au Québec dans le core, au Canada, dans l'équipe centrale. Puis après ça, on a fait
une entité légale et fiscale indépendante qui est l'entité France, avec Flavio et Florence qui sont les deux qui ont parti la clinique du coureur France. Et on s'est accopiné à des enseignants, à des professionnels qui avaient ce désir comme nous d'enseigner les meilleures pratiques. Et là, ça a fait des petits. Et là, on est 63, on est dans plein de pays et voilà. Donc ça, c'est l'histoire grossièrement de la clinique du coureur qui est partie tout petit et finalement avec ce désir d'enseigner les meilleures pratiques aux professionnels, en fin de compte, est devenu quelque chose de considérablement gros parce que maintenant, on a une équipe de recherche, on a tous les enseignants ensemble, on a plus de 300 publications scientifiques ensemble, on fait une veille systématique de la littérature qui est menée par Jean-François Esculier. Et on a une entité en France. Là, je pars jeudi, donc dans 2 jours, en Italie. Donc, ça sera décalé par rapport à l'émission, mais je vais partir en fin de compte la compagnie italienne et on fait la même chose en Italie, au Japon, aux États-Unis, etc. Voilà. Génial. Wow. Et ton constat de base, en fait, c'est de te dire, il y a un décalage entre les données, les études scientifiques et la conception commune de monsieur et madame tout le monde, donc toutes ces légendes urbaines qu'on retrouve dans le sport et finalement je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de domaines, que ce soit dans la nutrition par exemple, que ce soit dans la pratique du sport, enfin dans énormément de domaines finalement. C'est quelque chose qu'on voit où la science en fait est loin d'être ce qu'on a l'habitude d'entendre au coin de la rue, quoi. Exactement. Alors, il y a 2 choses. Il y a le gap, l'espace qui existe entre la littérature scientifique et la pratique médicale. Donc là, il y a déjà quelque chose qu'il faut combler. Les professionnels de la santé font des choses qui sont complètement aberrantes. Parfois, pas toujours, bien évidemment, mais des choses qui ne sont pas evidence-based, qui ne sont pas basées sur les données probantes. Donc, il faut qu'on essaye de raccourcir ce gap. Alors, dernièrement, les médias sociaux comme Twitter, par exemple, pour les professionnels de la santé, a grandement réduit ce gap. Si tu as un désir actuellement, en 2021, d'être à jour au niveau scientifique, il y a quand même, si tu as le désir, il y a quand même une possibilité, quelque chose qui est offert pour te rapprocher finalement des bonnes pratiques au niveau scientifique. Et des groupes d'experts comme la clinique du coureur sur la course à pied, il y en existe pour la douleur chronique, il y en existe pour toutes sortes de choses. Et quand tu sais si ces groupes-là sont des groupes de confiance, en fin de compte, tu peux vraiment améliorer ta pratique par rapport à ce qu'on faisait il y a 10-15 ans. Mais après ça, il y a un autre gap entre les professionnels ont des connaissances, on a des meilleures pratiques, mais dans la population, qu'est-ce qui se fait? Et le problème avec ça, c'est que dans la population, il se fait beaucoup de choses qui sont très teintées par le marketing des marques, par les influences commerciales. Et c'est ça un peu qui est problématique actuellement dans notre monde au niveau des bonnes pratiques. Et c'est un peu à ça que la clinique du coureur se heurte et, je ne vais pas dire combat, mais se bat quotidiennement, en fin de compte, pour dénoncer, en fin de compte, des pratiques qui sont pas adéquates, qui sont non basées sur les données probantes et qui ont un aspect beaucoup plus, un désir beaucoup plus de vendre un produit plutôt que d'améliorer vraiment le sort des individus qui sont blessés. Alors, je pense que ça, on pourra en reparler justement dans les épisodes de demain et suivants, mais sur la partie gap entre les données scientifiques, les publications scientifiques et puis la mise en pratique par les professionnels de santé, est-ce que tu crois que ça peut s'expliquer aussi par cette formation qui est parfois très longue? Je pense pour les médecins, on est à 10, 12, voire plus d'années d'études et un manque peut-être de mise à jour dans les années qui suivent. Pareil pour les professionnels de la préparation physique, par exemple, un entraîneur va faire son diplôme, va faire sa formation et puis il va finalement retranscrire ce qu'il a appris pendant ces années d'études, mais est-ce qu'il va avoir la capacité de se mettre à jour avec les dernières techniques, avec les dernières publications scientifiques? Ça, c'est autre chose, non? Oui, et c'est ça qui est complexe un peu. Tu sais, nous, on a toute une équipe de recherche, on trie dans la littérature à peu près 2500 titres à tous les mois. À tous les mois, il faut qu'on trie 2500 titres relatifs à la course à pied pour regarder ce qui est pertinent pour les professionnels de la santé. Donc, il y a un travail de fond important. Et là, on est dans le domaine de la course, mais imaginez, il y a le domaine des lombalgies, le domaine des douleurs chroniques, il y a toutes sortes de choses en sciences médicales. Donc, quand tu es médecin, surtout quand tu es généraliste et que tu touches à tout, c'est très complexe de se tenir à jour sur tout. Tu es obligé de faire référence à des sociétés savantes ou des groupes d'experts pour que eux te nourrissent de choses synthétiques et de choses simplifiées.
Donc, il y a une complexité. Par contre, on disait qu'il y avait un gap de 10-15 ans entre la science et les pratiques. Il y a justement 10-15 ans. Mais la réalité actuellement, c'est plus la même. Celui qui a le désir d'être à jour, il arrive vraiment avec les nouveaux médias, avec les groupes d'experts à travers le monde, de vraiment se tenir à jour sur plein de pratiques. Donc, on espère, moi je vois quand même une réduction de ce gap entre les bonnes pratiques et les bonnes pratiques terrain et ce qu'on observe dans la littérature scientifique qui devrait nous faire changer d'avis si jamais on a des mauvaises pratiques. Parce que c'est un peu ça le truc, c'est que quand on a une mauvaise pratique installée de longue date, ben on a besoin d'arguments pour dire, OK, je vais arrêter de faire telle chose, je vais changer de pratique. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué parfois pour les professionnels. Et puis j'imagine que ce qui peut être parfois difficile aussi, c'est de faire la part des choses. Je pense que même dans les études, on peut trouver tout et son contraire. Il y a des études qui sont plus indépendantes que d'autres aussi. Donc même si on veut se renseigner, j'imagine que c'est peut-être pas toujours facile non plus. T'amènes un très très bon point. Les professionnels de la santé sont souvent des mauvais juges par rapport à la littérature scientifique s'ils lisent la littérature scientifique directement. C'est-à-dire qu'on n'a pas les connaissances comme professionnels de la santé pour juger souvent des aspects statistiques ou des biais méthodologiques qui peut y avoir dans une étude. Et c'est un peu à ça que sert la clinique du coureur sur ce domaine de la course à pied, parce que tu le dis, des articles, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Mais la tendance de l'évidence n'est jamais tout noir ni tout blanc. Elle est toujours dans les nuances de gris et on est toujours il y a une tendance, et les professionnels, on vit très bien avec cette incertitude. Hein. Les gens aiment bien le oui ou le non, mais nous, on vit très très bien avec cette incertitude qui est existante dans le monde médical. Et on sait qu'il y a une tendance vers, il faudrait faire telle chose plutôt que telle chose. Et oui, les tendances de l'évidence et les évidences scientifiques vont moduler notre pratique. Moi, il y a des choses que je fais aujourd'hui que je ne faisais pas avant et il y a beaucoup de choses que j'ai complètement délaissées parce que la littérature scientifique m'a fait changer d'idée. Une pratique évolutive, une pratique qui s'améliore dans le temps, se doit d'être suffisamment agile pour pouvoir changer quand la littérature scientifique nous dit là les tendances ne sont plus à telle chose mais à autre chose, et ça veut pas dire que ça changera pas dans le futur. Ouais, donc comme quoi ça sert à rien d'être dogmatique finalement sur une méthode de pensée, ou enfin voilà, on voit des gens parfois qui sont limite fanatiques, qui disent voilà c'est comme ça qu'il faut faire et pas autrement, et en fait il faut rester ouvert d'esprit, mais c'est pas toujours évident. Et je pense qu'il y a aussi le sujet tu le mentionnais tout à l'heure, des lobbies industriels, donc que ce soit dans ça peut être dans les équipements de sport, enfin ça peut être dans le domaine de l'agroalimentaire, ça peut être dans le domaine de la pharmaceutique, ça peut être enfin voilà, je pense que dans tous les domaines, il y a toujours un lobby industriel qui est quand même assez important, et donc on va retrouver des études par exemple qui sont financées par certaines de ces entreprises qui ont un intérêt, et donc pareil, je pense que c'est pas toujours facile non plus de faire la part des choses. Effectivement, alors là tu viens de nommer plein de choses, et là on peut en parler pendant des heures et des heures. On pourrait parler du Gatorade sur les conseils d'hydratation, on pourrait parler des compagnies de chaussures, des équipementiers qui nous recommandent de l'amorti pour prévenir les blessures, toutes des choses qui d'un point de vue scientifique qui sont complètement aberrantes mais font du sens d'un point de vue logique simpliste, on va dire, et qui sont promues de façon importante parce que ce qu'on vend, c'est quelque chose de différenciateur de notre compétition. De disruptif, c'est très à la mode comme terme en ce moment. Et on veut se différencier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On bonifie les technologies, on valorise nos produits avec de la nouveauté, avec différentes choses. Et cette course, en fin de compte, à la nouveauté et à la technologie, en fin de compte, est vraiment, on s'égare complètement au niveau de plein de choses, et tout le monde tombe dans le panneau. Et un sujet que j'adore, c'est les fameuses nouvelles chaussures de performance. Là, il faut qu'on en parle. Là, parce que on va en parler. Celle avec la petite lame de carbone. Ben oui, mais c'est parce que moi, ce qui m'impressionne là-dedans, c'est que tout le monde, et quand je dis tout le monde, c'est que je ne trouve plus de personnes qui ne sont pas convaincues de l'avantage de ces chaussures-là. Ah, moi, je suis pas convaincu. Bon, alors, c'est bien, on en parlera, mais c'est tellement... Bon, les trois, c'est déjà ça. Voilà, alors c'est tellement cristallisé dans l'inconscient collectif, en fin de compte, que maintenant, on se pose même plus de questions. C'est juste normal. Il y a un an, on disait « Ah, un nouveau record du monde à cause des chaussures ». Maintenant, on parle même plus des chaussures, c'est juste à cause d'elles, et c'est normal, toi. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la science qui est en arrière de ça. C'est, est-ce que vraiment ces chaussures-là améliorent les performances? Et si oui, de combien? Et qu'on précise ces choses-là, parce que là, on s'égare complètement, et ils en vendent, et ils en vendent, et ils en vendent. Et cher en plus. On vend plus que ça, là.
plus ça va et plus le prix de la chaussure augmente beaucoup plus vite que le prix du pétrole, n'est-ce pas? Effectivement. Ouais. Et c'est finalement parce que tu regardes, je sais pas, tu regardes les participants à un marathon par exemple, n'importe où dans le monde, la très grande majorité seront persuadés de tous ces arguments marketing finalement qui sont pas forcément soutenus par la majorité des études scientifiques, quoi. Exact. Et donc la clinique du coureur, finalement, le boulot de la clinique du coureur, c'est justement de démontrer ces problèmes-là et de faire valoir la vérité, quoi. Ouais, moi comme consommateur, si je fais un marathon et que je veux améliorer mes performances, j'ai le goût de savoir si ça vaut la peine que je paye 300 € pour une paire de chaussures. J'ai envie de savoir ça. Et la clinique du coureur, en fin de compte, qui n'a aucun biais commercial, parce que c'est important de le mentionner, c'est-à-dire qu'on ne reçoit aucun financement ou quoi que ce soit d'aucune compagnie, que ce soit de nutrition, de chaussures, de n'importe quoi. On est totalement libre intellectuellement de dire ce qu'on veut. Et en fin de compte, notre critique est extrêmement aiguisée, mais extrêmement rigoureuse. L'idée, c'est de s'exposer et de se prêter au jeu de la critique externe et ne jamais se faire prendre en défaut. En fait, j'ai eu la chance de faire encore une fois dans mes tours du monde une dizaine de débats, que ce soit en Australie, que ce soit en Suisse, que ce soit en Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada. Des débats... Tu as quand même donc bien amélioré ton anglais depuis. Oui, quand même un petit... oui, mais on peut débattre avec un très mauvais anglais et ça passe. Le but, c'est qu'ils te comprennent, point. Mais le point, en fin de compte, c'est que quand tu débats, quand tu te mets sur la scène publique, en plus que maintenant, je n'accepte pas un débat qui n'est pas filmé pour être certain qu'on dise pas de bêtises et qu'après ça, il y ait des traces, parce que j'ai eu des expériences de débats où les gens disent n'importe quoi, mais après, s'il n'y a pas de traces, on s'en fout. Et ces débats-là sont extrêmement riches, encore une fois, pour faire évoluer nos connaissances et notre niveau de conscience par rapport, justement, aux biais commerciaux qui contaminent la science, nos connaissances, nos manières de voir les choses. Et bien évidemment, les débats ont beaucoup été sur la chaussure, la technique et parfois d'autres petits sujets, mais il y en a plein des sujets comme ça qui nécessitent de se questionner puis d'aller plus loin que ce que tout le monde achète facilement. Tu sais, on est dans un monde de consommation rapide. Internet me dit quelque chose, Facebook me dit quelque chose et j'absorbe et j'ai des croyances et qui se forment à travers tout ça. Il faudra quand même que tu nous donnes des références, on les mettra dans les notes de l'épisode, sur vos homologues, mais dans d'autres choses que la course à pied. Donc on l'a compris, pour les pieds, c'est la clinique du coureur, mais j'aimerais bien avoir la même chose pour l'alimentation, pour l'automobile et tout ça. Hein. Je pense que tu as des homologues quand même qui font ça, non? Alors pour la nutrition, la clinique du coureur s'en occupe aussi avec... on a 2 nutritionnistes dans l'équipe, 3 nutritionnistes, mais j'ai découvert un nutritionniste en Suisse, français en Suisse, Anthony Berthoud, qui en fin de compte avait exactement la même... tu sais, la clinique du coureur, sa philosophie, sa maxime, c'est la santé par la course à pied. Et Anthony, c'était la santé par la nutrition. Et là, j'ai dit, il y a un fit, il y a quelque chose. Et j'ai parlé un peu avec Anthony et clairement, on a la même vision. C'est vraiment... donc, mon homologue sur la nutrition, clairement, c'est Anthony Berthoud. Anthony, maintenant, donne des cours avec la clinique du coureur, en fin de compte. Oui, que j'ai pu suivre d'ailleurs il y a 2 ans. J'ai suivi une formation justement de la clinique du coureur en micronutrition des sports d'endurance avec Anthony, justement, qui était de passage à Bruxelles. J'avais fait l'aller-retour depuis Paris à ce moment-là parce que je vivais à Paris et effectivement j'ai trouvé ça passionnant. Alors je me suis retrouvé dans une salle avec je pense qu'on était 27, il devait y avoir 26 kinés et puis moi qui était consultant en management, donc vraiment rien à voir. donc c'était parfois un petit peu technique mais j'ai pris énormément de notes, j'ai vraiment adoré et pour moi c'était passionnant et Anthony aussi est quelqu'un d'extrêmement intéressant. Ouais. Alors, je te rassure, hein, moi, le premier cours que j'ai fait avec Anthony, j'ai compris juste la moitié aussi. Donc, Anthony est à un autre niveau. Donc, c'est correct, c'est correct. Je propose qu'on continue demain dans un autre épisode. On va revenir encore sur ce que fait la clinique du coureur. On va revenir encore sur notamment les outils que vous mettez à disposition pour le grand public. Parce qu'on l'a compris, la clinique du coureur, vous proposez des cours, des formations. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu plus en détail sur ce que vous proposez pour le grand public, sur votre business model, si tu veux en parler, Blaise. Ah, si on peut parler des chaussures à un moment ou l'autre. Oui, évidemment. Il reste 2 épisodes. Je pense que ça n'intéressera plus d'un. Mais je pense que ça n'intéresse plus personne, les chaussures, guys. On verra ça demain. Allez, à demain. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si vous l'avez apprécié, je vous rappelle que vous pouvez venir sur le groupe Facebook pour nous laisser un commentaire et interagir avec nous et nos invités. Et n'oubliez pas de nous aider à progresser dans les classements et dans notre exercice de podcast en laissant un commentaire sur Apple Podcast. À demain pour en savoir encore plus sur notre invité de la semaine.